Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras dans ma bio tous les liens dont tu as besoin, y compris YouTube, mais aussi Medium, Twitter, Patreon et Noster. Et non, ce n'est pas un titre femme de joie à clic, c'est réel, c'est vraiment choquant cette histoire entre Bitcoin et les monnaies fiduciaires. J'ai mis l'euro sur la vignette étant donné qu'on est dans la zone euro, mais ça s'applique évidemment à toutes les monnaies fiduciaires. Le 19 août de cette année, j'avais écrit un article sur le sujet, très complet je dirais. Pourquoi? Parce que j'aborde le sujet sous différents angles, plusieurs angles, et dans cette vidéo j'aimerais parler de tous ces angles-là. Je ne vais pas lire l'intégralité, je vais m'attarder sur les aspects les plus importants, évidemment. Alors tout d'abord, il s'agit de comprendre que c'est la centralisation face à la décentralisation. Bitcoin, c'est par nature décentralisé, grâce au consensus, et les monnaies fiduciaires sont par nature centralisées, avec notamment le système des banques centrales, qui contrôle tout, clairement. Et petit à petit, on se dirige vers un monde, possiblement, qui sera totalement dématérialisé, on n'utilisera plus vraiment le cash, et à ce moment-là, les monnaies numériques de banque centrale, ou des monnaies numériques émises par des organismes privés, tels que Tether ou JP Morgan, et bien à ce moment-là, ce sera vraiment l'antithèse de la décentralisation. D'autre part, je précise que le système monétaire est intrinsèquement truqué. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est un sujet assez vaste, on peut le traiter, je le traiterai dans une vidéo prochainement. Voilà, à partir de 1971, aux États-Unis, les choses ont clairement changé. D'ailleurs, je te recommande d'aller voir cet article avec plein de données très intéressantes sur le sujet. Et ici, je citais notamment l'assouplissement quantitatif ainsi que la réserve fractionnaire. Deux gros problèmes. Lina Den notamment en parle dans son livre Broken Money. Le truc qu'elle explique, c'est que si la dévaluation de la monnaie peut se faire, peut être réalisée par les gouvernements, eh bien elle arrivera tôt ou tard. La tentation est trop forte pour les gouvernements et on a vu ça à toutes les époques. Et ça remonte même à des millénaires avec l'or, l'argent et tout. Voilà, ça a toujours été le cas en fait. Et en fin de compte, la pilule qui est assez difficile à avaler, c'est que la masse monétaire, du moins la vaste majorité de cette masse monétaire, est illusoire. C'est clairement quelques chiffres sur un écran, mais il n'y a pas de réalité tangible, quoi. Voilà. À moins de retirer cet argent et de détenir cet argent physiquement, billets, pièces, etc. Oui, là, on peut dire que il existe, cet argent existe, mais la vaste majorité de la masse monétaire, encore une fois, n'existe pas. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, un appauvrissement, une paupérisation de masse aussi, parce que beaucoup de monde ignore cela, et après un certain nombre d'années, voire décennies, eh bien, on n'a plus d'autre choix que de se remettre à travailler, parce que l'argent qu'on a obtenu tout au long de sa vie, eh bien, a je vais y arriver, énormément perdu en valeur. Voilà, ça c'est comme ça. Ça a été le cas dans plusieurs pays, au Liban, en Argentine, au Venezuela, en Turquie c'est assez violent aussi selon les périodes. Donc voilà, il y a plein de pays comme ça qui subissent fortement cette dévaluation monétaire. Mais voilà. À propos de Bitcoin, c'est tout à fait différent. L'offre est limitée par nature à 21 millions. À l'heure actuelle, on a 92% ou 93% de l'offre qui a déjà été émise. Donc il reste plus que 7-8% de l'offre à miner. Et ça se fera en 100 ans, même un peu plus de 100 ans, quoi. Donc, disons que Bitcoin maintenant est très rare, contrairement aux monnaies fiduciaires comme voilà, l'euro, le dollar et toutes les autres monnaies de singe. Je fais une petite parenthèse pour te préciser que si tu consultes l'article, tu pourras cliquer sur des liens, comme par exemple là, devenir sa propre banque, les mineurs, tout ça. Tu pourras voir de plus près à quoi ça correspond. Donc je t'encourage fortement à aller voir ça de tes propres yeux. Et oui, philosophiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Le truc, c'est qu'on a été plus ou moins, j'allais dire formaté, bon, si, dans un sens, on a été formaté sur le sujet de la monnaie, et à l'heure actuelle, quand on est face à un moyen d'échange qui est entièrement digital, du moins que, oui, qu'on ne peut pas retirer un guichet ou un distributeur automatique, eh bien, voilà, on fait face à une certaine aversion, peut-être pas quelquefois, oui, une certaine réticence, alors que la réalité, comme j'ai décrit il y a quelques instants, eh bien, c'est qu'on est déjà dans cet univers dématérialisé, une grande partie de la masse monétaire n'existe pas, et l'alternative c'est quoi?
c'est Bitcoin. Parce que Bitcoin, on peut vérifier tout simplement qu'ils existent bien, qu'ils sont bien sur le réseau et qu'on ne détient pas du vent en fait. Voilà, donc c'est ce que je précise dans cette partie-là. Et sinon, on pourrait se poser la question aussi de la sécurité. Est-ce que Bitcoin peut flop du jour au lendemain sans véritable raison? Eh bien, en 2014, ça pouvait être le cas. On aurait pu vivre une sorte de cataclysme au niveau du réseau. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu suffisamment de puissance de calcul mobilisée pour prendre le contrôle de la blockchain. Mais à l'heure actuelle, c'est plus vraiment possible. C'est même devenu, on peut dire, impossible. Pourquoi? Parce que pour réaliser une attaque de 51%, c'est-à-dire prendre la majeure partie, prendre le contrôle de la majeure partie du réseau, eh bien il faudrait mobiliser 6 trillions de PC, 6 000 milliards de PC, avec une puissance de 100 MHz par seconde. Donc 1 MHz, c'est... En fait, ça fait 100 millions de Hertz. Parce que 1 MHz, c'est 1 million. À moins que je me trompe, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et voilà, tout ça pour dire que maintenant, c'est devenu... Peut-être que c'est pas impossible dans l'absolu, si vraiment, je sais pas, je ne sais combien d'ordinateurs quantiques étaient mobilisés, puis... Mais non, en fait. Et en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faudrait maintenir cet approvisionnement d'énergie de manière indéfinie. Il faudrait pas le faire simplement pendant 15 secondes et puis dire c'est bon. Non, il faudrait le maintenir indéfiniment. Alors concernant l'aspect de réserve de valeur, j'ai cité une nouvelle fois Lyn Alden et j'ai cité un article précis. Je ne cliquerai pas maintenant, mais je t'encourage une nouvelle fois à aller voir de tes propres yeux. Dans cet article, elle précise que si on achète une portion de Bitcoin, par exemple si on achète 0,1 Bitcoin, 10% d'un Bitcoin, voilà, eh bien il est préférable de ne pas y toucher avant 4 ans, voire même plus de 4 ans. C'est-à-dire que si tu achètes, allez on va dire 1 Bitcoin, soyons fous, le 1er octobre 2024, eh bien l'idée ce serait de ne pas toucher à ce Bitcoin avant le 1er octobre 2028, et même au-delà. Parce que sinon, vu que à l'heure actuelle, la capitalisation est encore assez faible, eh bien la fluctuation reste assez forte. Les fluctuations plutôt. Les fluctuations ou la volatilité, je dirais. Attention, ça ne veut pas dire que si on achète un bottom, comme ici, à chaque fois, clairement, on n'a pas besoin d'attendre 4 ans pour être largement en plus-value. On est déjà, oui, sur une plus-value latente, et donc on peut vendre et réaliser une plus-value. Bon, vendre son BTC, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, du moins le plus judicieux des choix, mais si on le souhaite, c'est possible. Et autre précision, il ne faut pas confondre réserve de valeur et valeur refuge. Une réserve de valeur, eh bien, c'est que lorsque on achète un actif qui va dans le temps s'apprécier. Une valeur refuge, c'est plus sur du court terme, voire moyen terme. Par exemple, il y a une situation économique assez incertaine, eh bien on va se pencher vers un actif qui est perçu comme une valeur refuge. Mais après, ça ne veut pas dire que cet actif sera, du moins oui, pourra aussi servir de réserve de valeur. Et ce qui est choquant, oui, parce que je parlais de quelque chose de choquant, eh bien là c'est un des principaux éléments qui peut nous choquer. Depuis la création de l'euro, sa valeur a perdu, on a une perte de valeur de presque 50%. Pardon, c'est ici. Là, c'est la masse monétaire du dollar américain qui a augmenté de 50% en l'espace de 4 ans. C'est totalement dingue. Et la valeur de l'euro, quant à elle, a diminué de 45% presque depuis sa création. Donc si tu avais 100 000 euros, maintenant il faut 150 000 euros quasiment pour avoir le même pouvoir d'achat. Donc si quelqu'un te dit non mais il faut économiser et il faut bien charger son PEL et son livret A, tu lui montres ce graphique en fait. Même l'article, tu lui envoies mon article. Comme ça elle pourra voir d'elle-même à quel point c'est stupide de procéder de cette manière. On en arrive à l'idée totalement fascinante de séparer l'argent de l'État. On a déjà séparé l'église de l'État en 1905. Voilà, je n'ai pas étudié le sujet, donc je ne commenterai pas cet événement. Mais là, il s'agit de séparer l'argent de l'État pour que ce dernier n'ait plus le contrôle sur l'argent. Quasiment plus. Du moins, il ne pourra plus en fait influencer, comme il fait actuellement, l'économie, réguler les marchés et exercer son pouvoir crasseux.
Mais à présent, on pourrait se demander, un consensus entre les institutions existantes et Bitcoin est-il réalisable? Je citais donc au début Tether et JP Morgan pour des raisons précises. C'est parce qu'au final, ces entreprises privées peuvent alimenter les gouvernements, notamment le gouvernement américain avec Tether, parce que les profits Tether sont faramineux, je crois supérieurs à BlackRock. Et en fait, ils achètent des bons du trésor américain, et quand on achète des bons du trésor américain, on finance aussi le gouvernement américain. On aide les États-Unis à continuer à commettre leur, je dirais, leur grâce aussi. Donc c'est pas tellement, je veux dire, Tether en fait c'est plus néfaste qu'autre chose, et c'est ce que Matthew Crather from Bitcoin University, alors je l'ai dit comme ça parce qu'au début de ses vidéos il prononce comme ça, c'est drôle. Donc il explique cet élément-là dans une vidéo, et c'est un problème, c'est clairement un problème, et que ça retarde en fait l'adoption de Bitcoin. En tout cas, c'est une sorte d'entrave, quoi. Voilà, c'est pas, disons que c'est pas quelque chose de souhaitable pour l'écosystème. Et dernier point intéressant, je ne m'attarderai pas dessus, mais c'est possiblement, ce sera possiblement un gros problème à l'avenir, ou pas. On verra comment les choses évoluent. Quoi qu'il en soit, au lieu de t'inviter à devenir riche ou mourir en essayant de le devenir, je te dirais plutôt get to at least one Bitcoin or die trying. C'est une image, évidemment, mais l'idée c'est de ne pas se faire price out, comme je dis quelquefois, j'ai déjà écrit, j'ai déjà dit dans les vidéos. L'idée c'est de pas trop attendre, parce que, comme on a vu, les monnaies fiduciaires sont constamment diluées, donc perdent de plus en plus de pouvoir d'achat. En revanche, Bitcoin, c'est l'opposé. Il y en a presque plus, du moins l'offre en circulation est limitée, et l'émission arrive à sa fin. Dans les prochaines années, on sera à 99, je crois que c'est en 2032 ou en 2034, 99% des bitcoins auront été émis. Donc là, ce sera vraiment die trying, quoi, pour ceux qui n'en auront pas. Parce que ce sera vraiment les Hunger Games. Donc d'ici là, j'espère que tu auras réfléchi. Évidemment, not financial advice, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais je pense que, vu les données qu'on a entre les mains, on peut se poser la question, on peut se dire, est-ce que ce serait pas plus intéressant de détenir du BTC que des euros, ou du dollar, etc. Sur ce, si tu es encore là, j'espère que tu as aimé le contenu. N'oublie pas que c'est à ta disposition, tu peux consulter ça gratuitement, tu peux le partager si tu souhaites. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et à tes succès. C'était Guillaume de la Botchain.